Une enzyme. C'est quoi une enzyme? Essayons de définir en quelques mots une enzyme et du point de vue de son action. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une enzyme, en fait, va pouvoir réagir sur un substrat pour le transformer en produit. Parce qu'en fait, il y a trois acteurs. Il y a le substrat, il y a l'enzyme et il y a le produit. Le substrat et le produit sont pratiquement la même chose sous des formes différentes. Et il y a quelque chose qui va, on va dire, qui va catalyser la transformation, donc une réaction chimique en fin de compte, d'un substrat vers un produit. Et cette molécule, en fait, s'appelle une enzyme. Une enzyme, donc, elle provient de l'expression d'un gène particulier. Si ce gène particulier venait à muter, eh bien, ça veut dire que l'enzyme, en conséquence, eh bien, n'aurait pas son rôle fonctionnel normal. Bon. Alors, les enzymes, nous savons que ce sont des molécules qui sont relativement importantes, donc très grosses. On dit que ce sont des macromolécules, et elles peuvent faire ce que l'on appelle une catalyse enzymatique, donc une biocatalyse, puisque ça se fait à l'intérieur du corps humain. Donc ces macromolécules, donc enzymatiques, ont la propriété, en quelque sorte, de catalyser ce que l'on appelle une réaction chimique, c'est-à-dire la transformation d'un substrat en un produit. Cette enzyme est capable d'accélérer la transformation du substrat en produit, mais sans vraiment intervenir dans le bilan final de la réaction chimique. Autrement dit, c'est comme si elle faisait une action, cette enzyme, et puis elle s'en va, l'action est faite, et puis elle est capable de faire une autre action de la même façon, c'est-à-dire de biocatalyser la transformation chimique, une autre réaction chimique, donc un autre substrat transformé en un autre produit. Mais comment est-ce que cette enzyme peut faire pour assurer ce rôle de biocatalyseur? C'est un petit peu ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui, donc de manière très simple. Nous allons parler de manière très simple, du moins c'est ce qu'il faut essayer de faire. Nous allons essayer de discuter sur l'amylase. L'amylase qui est une enzyme, donc c'est une protéine qui va pouvoir s'associer à un substrat particulier, qui sera par exemple de l'amidon. Alors, il existe évidemment, lorsque vous faites les cours en classe ou en laboratoire, vous utilisez des logiciels qui vont vous permettre de représenter des molécules en 3 dimensions. Et puis, ce logiciel, donc par exemple LibMol, va pouvoir vous permettre de faire des affichages un peu particuliers dont je vous parlerai ici, mais sans vous montrer les images. Je vous laisse le plaisir d'aller vous-même sur LibMol, L-I-B-M-O-L. Vous sélectionnez donc l'enzyme qui vous intéresse, par exemple l'amylase. On peut prendre une amylase bovine, par exemple, en interaction avec son substrat, qui sera une molécule d'amidon, par exemple. Puis là, vous vous amusez à tâtonner un petit peu les choses, les touches, etc., pour découvrir cette molécule. Donc, à l'aide d'un logiciel de visualisation moléculaire, vous allez pouvoir étudier le modèle de l'amylase pancréatique, par exemple, vous pourrez prendre une amylase bovine. L'exploration du modèle moléculaire va vous permettre d'appliquer différents traitements, c'est-à-dire des colorations et des modes de représentation des atomes, des coupes, des sélections partielles d'un modèle moléculaire, afin de déterminer de quel type de molécule il s'agit et quelle est sa constitution. Vous allez pouvoir également visualiser sa forme, et vous verrez que sa forme elle est dans les 3 dimensions, donc on dit forme tridimensionnelle, et vous allez pouvoir comprendre comment cette structure est obtenue et maintenue entre elles. En fait, puisque c'est une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés qui se sont assemblés suite à la traduction dans les 3 dimensions. Alors, vous allez pouvoir visualiser également comment l'enzyme interagit avec son substrat. Bon, donc dans un premier temps, vous allez pouvoir afficher en sphère. Vous pouvez également colorer l'amylase par les acides aminés. Alors, vous allez pouvoir également observer un affichage en ruban
coloration par chaîne, affichage des liaisons hydrogènes et par exemple des ponts disulfure. Et puis vous allez repérer ces liaisons hydrogènes qui sont des liaisons faibles, qui ne sont pas covalentes entre les acides aminés différents. Et puis vous allez pouvoir repérer des ponts disulfure. Notamment ce sont des liaisons covalentes entre deux atomes de soufre de deux acides aminés différents. Vous allez pouvoir afficher en sphère, colorer, donc faire la coloration de l'amylase par les acides aminés et afficher le substrat également. Bon, donc c'est pas compliqué et vous allez vous apercevoir que il y a une espèce de complémentarité entre l'enzyme et un site que l'on appellera le site actif. Alors justement, quel est le rôle essentiel de ce site actif? Un site actif, c'est un site au niveau duquel il va y avoir fixation du substrat, par exemple de l'amidon, et puis un site, donc ce site en même temps, donc il y a une fixation, mais en même temps il va y avoir une transformation de ce substrat en un produit. On parle de réaction catalytique. Donc il y a un site de fixation et un site en quelque sorte de fonctionnalité qui va permettre d'obtenir le produit attendu. Pour jouer son rôle de catalyseur, les enzymes vont interagir de manière très précise avec leur substrat, un substrat qui sera spécifique évidemment, et la forme tridimensionnelle de la partie de l'enzyme qui se trouve à proximité du substrat est essentielle évidemment pour son activité catalytique. Alors il est possible de montrer la relation enzyme-substrat, donc on peut la mettre en évidence en faisant une coupe d'amylase et puis voir que son substrat est à l'intérieur. Donc on a d'une part l'enzyme et d'autre part le substrat. Alors leur composition chimique n'est pas la même, puisqu'une protéine est composée d'acides aminés et puis donc d'une séquence d'acides aminés, et ces acides aminés sont reliés entre eux, enfin plus ou moins, certains en tout cas, pour former une structure tridimensionnelle, en 3 dimensions. Tandis que le substrat, lui, c'est de l'amidon, donc c'est un assemblage de molécules de glucose, en quelque sorte, c'est un polymère de glucose. Alors, il est possible, dans certaines expériences, de mesurer la vitesse à laquelle une amylase mutée hydrolyse l'amidon. Donc là, je parle bien d'amylase mutée. Alors, mutée, ça veut dire que au niveau du gène, il va y avoir une mutation. Et en conséquence, lors de la traduction de la protéine, lors de la traduction de l'ARN messager, il va y avoir une anomalie, il peut y avoir une anomalie au niveau d'un acide aminé particulier. Donc là, nous verrons il peut y avoir, lorsqu'il y a une mutation du gène qui doit coder pour l'amylase, une mutation au niveau de l'ASP 197 et au niveau de l'ASP 300. Alors, pour le comprendre, pour comprendre le rôle important des acides aminés dans la structure, par exemple, du site actif, c'est évident qu'il ne faut pas qu'il y ait de modification. Il suffit de mesurer la vitesse à laquelle une amylase mutée hydrolyse l'amidon et on peut déterminer l'importance d'un acide aminé pour l'activité catalytique. Alors, prenons des sites de mutation et essayons de voir la vitesse enzymatique, donc la vitesse de réaction de l'enzyme amylase sur son substrat, c'est-à-dire sur la transformation de son substrat. Alors s'il n'y a aucun site de mutation, donc c'est en quelque sorte le témoin, on va dire que la vitesse enzymatique est de 1. Référence. Au niveau de l'ASP 197, donc s'il y a une mutation au niveau qui en conséquence donnera une anomalie au niveau de l'ASP 197, qui est un acide aminé évidemment, donc numéro 197. Donc si vous faites l'enchaînement primaire des acides aminés au cours de la traduction, vous avez l'acide aminé numéro 1, numéro 2, numéro 3, et là on aurait l'acide aminé 197 qui serait l'ASP, asparagine. Bon. Alors, la vitesse, elle n'est pas de 1, mais 1 sur 1 200 000. Donc ça veut dire quoi? La vitesse enzymatique est très ralentie, donc de manière très importante. Donc ça veut dire qu'une seule mutation, la seule transformation en fait d'un acide aminé en un autre, et en tout cas au niveau de l'ASP
197 fait que l'amylase ne peut plus assurer son rôle biocatalytique. C'est clair et net. Ensuite, si on regarde au niveau de THR52, donc THR c'est la thréonine, donc l'acide aminé numéro 52 dans l'enchaînement primaire, mais qui se retrouve en position tridimensionnelle, eh bien nous avons une vitesse de réaction enzymatique de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par référence au témoin où la vitesse est de 1, une vitesse tout à fait normale, eh bien ça veut dire qu'une mutation au niveau de qui donnerait un problème au niveau de THR52 n'a aucune conséquence sur la vitesse de réaction enzymatique. Si la mutation se fait au niveau de l'ASP300, eh bien, on aurait une vitesse de réaction de 1 sur 5000 à peu près. Donc ça veut dire que la vitesse est ralentie, un petit peu moins que dans le cas d'une mutation qui donnerait un problème au niveau de l'ASP197, mais tout de même, la vitesse est tout de même largement ralentie. Donc ça veut dire que on a repéré la position d'acide aminé sur le modèle moléculaire de l'amylase afin d'interpréter ces résultats, et on s'aperçoit que ces acides aminés, en fait, 197 et 300, sont situés dans le site actif. Donc ça veut dire qu'au cours de la relation enzyme-substrat, que l'on met en évidence, eh bien, il y a une anomalie. Alors ça peut être une anomalie de fixation, une anomalie dans la réaction catalytique en elle-même, puisque dans le site actif, il y a le site de fixation et le site catalytique. Donc il peut y avoir une anomalie quelque part dans ce site actif, soit dont la répercussion se fait au niveau de la fixation de l'amidon, soit au niveau de la transformation de l'amidon. Donc nous voyons ainsi que dans le site actif, les acides aminés jouent un rôle précis, essentiel dans la conformation de la protéine en 3 dimensions, et dans le site actif qui ne doit pas subir de modification afin que la transformation du substrat en un produit se fasse de manière optimale. Alors nous savons que certains acides aminés de l'amylase ont un rôle essentiel, ceux que l'on vient de citer, ASP 197 et ASP 300, et qu'ils délimitent ce que l'on appelle le site actif. Donc un certain nombre d'acides aminés délimitent le site actif au niveau duquel le substrat va pouvoir se fixer sur l'enzyme et où l'action biocatalytique va pouvoir se produire. Donc vous pouvez représenter des contacts établis entre le substrat que vous allez pouvoir repérer sur le logiciel d'Immol, l'eau et les acides aminés de l'amylase. Et vous allez voir que le positionnement est bien précis et que l'action en conséquence doit être optimale lorsque tout est parfaitement en place et lorsqu'il n'y a aucune mutation au niveau génétique. Les acides aminés du site actif ont différentes propriétés chimiques qui vont leur permettre d'assurer plusieurs fonctions. Alors ça peut être des fonctions de fixation solide avec des liaisons covalentes, ça peut être des liaisons hydrogènes entre différents acides aminés. Les liaisons hydrogènes sont des liaisons faibles, ça veut dire qu'il peut y avoir une certaine modulation, un certain étirement, etc. de la molécule, mais sans vraiment changer sa conformation. Donc ces acides aminés, qui ont des fonctions bien précises, peuvent être des acides aminés qui vont permettre la reconnaissance et le positionnement des substrats. Par exemple, ce sont des acides aminés que vous allez pouvoir repérer en les sélectionnant dans le modèle. Ça peut être des acides aminés qui vont avoir un rôle dans le guidage des molécules d'eau dans le site actif. Ce peut être des acides aminés qui vont avoir un rôle dans la réaction chimique d'hydrolyse des liaisons entre les unités de glucose, donc entre les molécules de glucose, dont l'ensemble des molécules fixées forment par exemple de l'amidon. Et lorsque l'on veut transformer cet amidon en substrat, donc en glucose, on prend donc un glucose va sortir de la molécule d'amidon suite à la biocatalyse, évidemment. Et puis certains acides aminés vont avoir un rôle dans la libération des produits de la réaction. Autrement dit, en quelque sorte, si le glucose produit final, une fois que la réaction catalytique a eu lieu, eh bien ce glucose peut être retenu encore un petit peu, mais vous avez certains acides aminés qui vont faire en sorte que ce glucose va être libéré et va pouvoir aller ailleurs dans le cytoplasme pour aller exercer son action ailleurs. Puisque le glucose, on sait bien que l'oxydation du glucose va produire de l'énergie. Et l'énergie produite est très importante, ça permet aux cellules de vivre évidemment.
Voilà, donc nous avons essayé de déterminer la nature et la structure d'une enzyme. Nous avons essayé de comprendre son interaction avec le substrat. Alors quelques mots encore sur l'exploration des modèles moléculaires, associés ou non à leur substrat, sur la nature chimique des enzymes, sur le site actif, sur la description des relations entre l'enzyme et le substrat, et puis la représentation. On peut s'amuser, vous pouvez vous amuser à faire une représentation de la relation enzyme-substrat. Vous imaginez le substrat qui est tout seul, c'est-à-dire S, et puis l'enzyme qui va venir se fixer sur le substrat. La bioréaction va se produire, la réaction catalytique va se produire, et vous allez obtenir un produit plus libération de l'enzyme. Autrement dit, ça vous donne quelque chose qui ressemble à S plus E, donne ES, donne EP, donne E plus P. E, c'est l'enzyme, P, c'est le produit, S, c'est le substrat. Et ES et EP sont des complexes enzyme-substrat ou enzyme-produit. Donc voilà, nous avons dit les choses de manière très simple. La structure tridimensionnelle de l'enzyme va lui permettre d'interagir avec ses substrats et explique les spécificités en termes de substrat et de réaction catalytique. Puisque la fixation d'un substrat sur l'enzyme va se faire au niveau d'un site tout à fait complémentaire. Enfin, les deux molécules vont être complémentaires. Ça veut dire que le substrat va pouvoir se mettre dans ce site complémentaire qui est le site actif, donc site de fixation, et ensuite, évidemment, la réaction, la catalyse, c'est-à-dire la transformation du substrat en produit, va se produire. Donc nous avons compris que le fonctionnement de l'enzyme implique nécessairement une exploration à l'aide d'un logiciel de visualisation moléculaire, tel que l'IMMOL, comme je vous l'ai dit, et donc ça peut vous permettre de comprendre, de manipuler de manière optimale ces logiciels, et ça pourra vous servir dans d'autres cours. Donc l'étude du fonctionnement des enzymes sert de support pour exploiter différents résultats d'une telle exploration, et certains aspects, bien que n'étant pas explicitement expliqués entre guillemets en tant que connaissance, méritent une certaine attention, dans ce sens qu'il y a par exemple des ponts disulfure ou des liaisons faibles qui vont avoir tendance à maintenir la chaîne et à vous permettre de comprendre que la stabilité de la structure de la molécule dans les trois dimensions n'est pas due uniquement aux liaisons covalentes. Puisque lorsqu'il y a traduction, donc il y a un enchaînement primaire qui est censé être fait, donc les acides aminés se fixent les uns au niveau des autres par des liaisons peptidiques. Eh bien, en fait, il y a des espèces de repliements, et de repliement en repliement, il peut y avoir, donc par exemple, des ponts disulfure qui vont fortifier les liaisons dans les trois dimensions, puis des liaisons hydrogènes plus ou moins faibles qui vont également s'établir de fil en aiguille jusqu'à ce que la structure tridimensionnelle soit formée entièrement. Donc vous pouvez vous informer donc de manière différente à l'aide de certains sites qui vont vous apporter différentes explications sur ces stabilités, entre autres des dimensions, de la dimension tridimensionnelle. Donc, pour résumer, nous savons que les enzymes sont des protéines. Elles sont composées d'un enchaînement d'acides aminés qui résulte de la traduction d'un ARN messager, donc qui va être d'un codage, une transformation, alors pas d'une transformation, mais de la lecture en quelque sorte d'un ARN messager au cours de ce que l'on appelle la traduction. Ça veut dire que des codons vont être codés, transformés entre guillemets, juste entre guillemets, en acides aminés, puisqu'un codon code pour un acide aminé bien précis. Et l'ensemble des molécules d'ARN messager qui sont formées dans l'ensemble de la cellule en autant d'ARN messagers différents correspondant à des enzymes spécifiques catalysant des substrats de manière bien spécifique, eh bien, tout ça est gouverné par le système génétique, en fait, par le patrimoine génétique. Donc, les enzymes sont bien des protéines
qui correspondent à des enchaînements d'acides aminés dont l'ordre est bien précis. Le site actif d'une enzyme, c'est une espèce de logement au niveau duquel le substrat va venir se fixer de manière très spécifique pour que la réaction biocatalytique, donc chimique, en fait, ait lieu. Cette réaction ne sera pas possible. Alors, cette relation ne sera possible que parce que l'enzyme et son substrat sont de forme bien complémentaires, un peu comme une clé avec sa serrure, entre guillemets. Le substrat va s'emboîter de manière très spécifique dans le site actif et la réaction va pouvoir avoir lieu. Bon, voilà, donc nous avons dit quelques mots sur l'action des enzymes, parce que là, le but n'était pas d'étudier de manière exhaustive, mais bien de comprendre qu'une enzyme, lorsqu'elle agit, lorsqu'elle est en action, eh bien, elle remplit un rôle de biocatalyseur, bio parce que c'est simplement dans le corps humain, la biologie, c'est l'étude de la vie. Donc les enzymes sont bien des macromolécules qui vont avoir la propriété de catalyser une réaction chimique de manière bien spécifique grâce à un programme génétique dont le rôle et le but ultime lorsque l'on parle de métabolisme et de réaction chimique, eh bien, sera de former, alors pas le but ultime, mais un des objectifs du patrimoine génétique est de fabriquer des enzymes qui vont pouvoir transformer un certain nombre de substrats, tous différents les uns des autres, en un certain nombre de produits. Alors quand je dis tous différents les uns des autres, c'est lorsque le gène est particulier et va coder pour une enzyme particulière. Donc ça veut dire qu'il y a des spécificités qui vont se mettre en place dans l'ensemble du corps humain, spécificité au niveau des organes, dont chacun aura un rôle différent, et donc le pool enzymatique sera différent, donc le pool génétique sera différent également. Bon voilà, donc les enzymes remplissent leur rôle de biocatalyseur, nous avons compris. Le cours est terminé, merci.